Lettre de Mongolie, été 2016. J'écris à la Mongolian Steppe Guest House le mardi 5 juillet 2016 à 11h30 à Oulan-Bator. Passé le check-in, je me tiens suspendu dans le ciel de tes yeux qui me voient d'en bas. Le moment venu, tu tires entre nous le paravent des larmes. Un songe inquiet m'entraîne à la poursuite du soleil. Mercredi 6 juillet, vers 14h, au Resto Cantine. Cher Lucho, Margot, Akasha et Orphée. Au fil des heures, tout ce qui fait problème se dénoue. Je retrouve enfin mes 3 sacs sur la belte de l'aéroport. 2 sont grands ouverts. Mon kayak a perdu son aileron. Un autre voyageur s'apprêtait à partir avec mes vaches qui rient. Le bureau de l'immigration est cerné de fenêtres encadrant le drapé vert des monts. Mon accompagnateur, mandaté par la guest house, m'aide à remplir les papiers pour la prolongation du visa. Il fait gris, comme à Paris depuis 6 mois. Les abords de la ville sont repoussants. Mais il y a juste assez de place sous mon lit pour mes 3 sacs. Grâce à un petit rideau blanc, je peux me reconstruire une intimité au sein du dortoir. Ici, tout est petit, mais propre. Mes colocataires ne sont pas désagréables. Le centre-ville non plus. C'est au petit magasin de sport, en face de la place Chinggis Khan, moins vaste que je l'avais imaginé, que je trouve le camping-gaz, une carte détaillée de mon aventure et quelques infos utiles. Avec la force que je n'ai plus, je fais provision de bouteilles d'eau, après avoir rétabli la liaison téléphonique avec la maison. La carte bleue fonctionne. De retour à l'hôtel, je me fais cuire des coquillettes. Dans un dernier effort, je parviens à les manger toutes. J'écris vers 18h, place Chinggis Khan. Mon corps déchargé s'immobilise, absorbant tour à tour le soleil et la nuit. Par mégarde à mon réveil, je mets le pied sur l'accélérateur. J'ai rendez-vous demain à 6h du mat'. En plus du chauffeur, il y aura avec moi un couple. L'opérateur artisanal qui m'a négocié ce plan m'a d'abord assuré qu'il y aurait de la place pour tous mes sacs pour le même prix jusqu'à Ouliastaï, à 1000 km à l'ouest d'Oulan-Bator, à 70 km au nord-est de mon point d'embarquement initialement prévu. Un peu plus tard, à la vue des 2 premiers que je lui ai apportés en avance, il m'a finalement suggéré de prévoir un petit extra pour le chauffeur. Quant à moi, je m'inquiète surtout pour les sacs. J'écris le vendredi 8 juillet à 21h02, sous la tente, sous la pluie, au bord d'une rivière qui change de nom sans arrêt, en aval d'Ouliastaï. 4h du matin. Le dortoir est inconscient. Faisons en sorte qu'il le reste. Mais la porte de la cuisine grince et j'ai de nombreux allers-retours à effectuer entre elle et mon lit. À la longue, le vieux mongol d'en face s'emporte. Il demande pourquoi je ne laisse pas la porte tranquille. C'était pour t'épargner le bruit et la lumière, mais qu'importe. 6h. Je trouve porte close à l'entrée de la jeune agence touristique. Enfin debout, notre patron en herbe m'explique que le rendez-vous a été décalé à 10h, qu'il m'a cherché partout dans Oulan-Bator pour me prévenir et que, ne me trouvant pas, il s'était résigné à se rendormir. J'attends jusqu'à 12h30. J'avais mal compris. C'est en fait un couple de Mongols. Comme je suis le seul covoituré, il y a toute la place pour mes sacs. C'est parti mon kiki. Mais au fait, mon chéri, es-tu sûr d'avoir bien fermé le gaz en partant ? A-t-on pensé aux chips pour la route ? Ne faudrait-il pas aller voir un tel pour lui dire ceci ? Ces faubourgs d'Oulan-Bator sont pittoresques à force d'être laids. Figurez-vous la floraison du logement social au sortir de la guerre. Un peuple émerveillé du miracle de l'eau qui sort du robinet, l'immanente chaleur aussitôt générée dès que l'hiver survient. Figurez-vous, 70 ans plus tard, la même floraison que rien n'aurait altérée, hormis l'action du temps. Pendant que nous y sommes, nous accueillons pour le voyage un jeune musicien.
Ce dernier pratique un instrument à 2 cordes que le chauffeur cale à peu près sur la banquette, entre nous deux. Vers 15h30, l'embouteillage se dissipe. Nous sortons à l'air libre. Entre la ville que tu quittes et la ligne du ciel, ta route est un rayon sur un océan vert dont il épouse le relief. On y rencontre quantité de bêtes à poil, éventuellement à cornes. Yak, cheval, chameau, bouc à la corne torsadée, vache à la corne courbe, chèvre aveuglée par la masse du poil. Mais aussi à plumes, tels ces 2 volatiles dont le cou délié, tracé à l'encre de leurs ailes, s'achève en double croche. Ou comme ces canards qu'un malotru a pris pour s'essuyer les fesses. Lequel de ces enfants remportera la course ? Celui dont le galop soulève la poussière se détache des autres. Il m'a l'air bien parti. En effet, allons donc, veut-il nous dépasser ? Dès qu'on ouvre la portière de la voiture, on sent comme une odeur de menthe. Cette guerre en bord de route vend son lait. Je précise qu'une guerre, c'est une yourte mongole. Profitons-en pour remplir nos bouteilles. En principe, quand tu rends visite à une guerre, quelle qu'en soit la raison, on te sert un verre d'alcool de lait de jument ou de chamelle. Ça s'appelle de l'aérag. Merci, jeune homme. Je précise que c'est ce que je pensais alors, en ce début de voyage, car c'est ce que j'avais lu. En fait, par la suite, lorsque j'ai été invité par des nomades, on m'a servi bien des choses, mais jamais d'aérag. Dans ce cas précis, ce que j'ai pris pour de l'aérag était en fait du lait de jument. La terre aplanie sous nos roues, soulève des montagnes sur ses bords. C'est, je suppose, parmi ces montagnes que tu te réveilles. En dépit du sable fin qui s'évapore autour de nous, tu reconnais les arbres noirs à leur silhouette. Nous allons être ainsi secoués jusqu'au petit matin. Prends donc ton mal en patience et, même si tu as chaud, garde bien ta fenêtre fermée. Cela afin de ne pas augmenter la part de la poussière dans l'air que tu respires. C'est bien tous ces rongeurs qui passent en travers de la piste. Ça doit aider notre couple de chauffeurs à ne pas s'endormir. Ah oui, tiens, il fait jour. Si l'instrument de musique me retombe dessus à la prochaine secousse, je pense que je vais craquer. Ouliastai, enfin! Dans quelques instants, j'aurai la réponse à la question que je me suis posée pendant toute la nuit. Y a-t-il assez d'eau sur la rivière ? Eh bien oui, tout juste. Pas question de se reposer. On va se prendre 6 bouteilles d'eau à l'épicerie et on embarque. Il reste quand même à gonfler le bateau, puis à le charger. Notre chauffeur nous aide à pomper et les enfants du village nous encouragent. C'est sympa. Cette fois, il n'y a plus qu'à y aller. Bayarala, Bayartai. Ça veut dire merci, au revoir. Elle ne paye pas de mine, la rivière, à ce niveau. Difficile d'imaginer tout ce qui va suivre. Je me doutais qu'il n'y aurait pas toujours assez de fond. Qu'importe. Il suffit de faire quelques pas dans l'eau en tirant, et c'est reparti. L'agglomération s'éloigne. Notre modeste cours d'eau est au centre d'une immense vallée plate qui s'étend face à nous aussi loin que la vue. On ne risque pas de rencontrer de courants trop dangereux. Quant au niveau d'eau, je sais qu'il va s'accroître de plusieurs rivières. Arrêtons-nous là pour la pause midi. L'enthousiasme me fait oublier la fatigue, mais pas la faim. L'aigle plane à basse altitude. Au bout de cette île d'herbe et de galets, voyez ces chameaux à l'ombre des arbres. Ils sont sur notre route. Je suis en kayak sur la rivière et je vais croiser des chameaux. Derrière nous, on aperçoit encore les entrepôts d'Ouliastai. L'aventure commence. Bisous les amis.